Bonjour et bienvenue sur Algomius. Dans cette vidéo, nous allons parler d'une structure de données qui est très intéressante en Python, à savoir le dictionnaire. Alors le dictionnaire, c'est comme une liste, en fait, un moyen de pouvoir regrouper des informations au même endroit. Mais, à la différence de la liste, eh bien, cette fois-ci, les informations ne sont pas regroupées les unes derrière les autres, et donc pas accessibles au travers d'indices numériques que l'on peut incrémenter, mais plutôt, en fait, sur un système de clés-valeurs. Donc c'est-à-dire qu'à partir d'une clé, je peux récupérer la valeur associée. C'est exactement en fait comme si on stockait plusieurs variables en fait au même endroit et qu'on essayait de chercher à récupérer leur valeur. Alors on va essayer de comprendre dans un premier temps quelle est la limite de la liste où justement le dictionnaire en fait va prendre le relais et va être assez intéressant. Et c'est justement sur cette notion d'indice en fait que le dictionnaire n'utilise pas qu'on va retrouver un réel intérêt. On va s'intéresser ensuite plus précisément à ce modèle clé-valeur. Alors le modèle clé-valeur, on le retrouve dans plusieurs éléments. Si vous avez déjà travaillé sur des bases de données NoSQL à base de clé-valeur, vous savez peut-être de quoi je parle. Si vous avez déjà travaillé avec la local storage, par exemple en programmation web, on est aussi sur quelque chose qui est en clé-valeur. Ou même si vous avez déjà manipulé des fichiers JSON, eh bien dans les fichiers JSON, vous avez toujours en fait l'information et la valeur de cette information après les doubles points. Eh bien, ça va ressembler énormément, un dictionnaire en Python va ressembler énormément à un élément JSON que l'on pourrait avoir effectivement en JavaScript. Une fois qu'on aura mis en lumière un petit peu les propriétés de ces clés et de ces valeurs, on va essayer de voir comment manipuler un dictionnaire. La première chose déjà, c'est d'essayer de comprendre quelles sont les limites de mon dictionnaire en fait, qu'est-ce qui est dans mon dictionnaire et qu'est-ce qui ne l'est pas, et donc essayer de comprendre un petit peu comment je peux vérifier qu'une clé existe dans mon dictionnaire. Voilà. On va essayer de s'intéresser aussi à comment je peux utiliser en fait un dictionnaire avec une boucle. On avait vu qu'au niveau des listes, quand j'utilisais une liste dans une boucle, eh bien ça me faisait gagner beaucoup de temps puisque ça me permettait de faire du traitement par lot et pas du traitement élément par élément. Dans le dictionnaire, il est toujours tout à fait possible en fait de parcourir un dictionnaire avec une boucle et on va de nouveau avoir les mêmes gains qu'avec la liste. Alors si la clé n'existe pas, qu'est-ce que je peux faire? Ou qu'est-ce que ça va provoquer? Est-ce que ça va provoquer une erreur? Oui, ça va provoquer une erreur. Si j'essaye d'accéder à un élément qui n'est pas là, évidemment que Python va me provoquer une erreur. Alors comment je peux pallier à ce genre d'erreur? Eh bien, je peux utiliser par exemple ce que l'on appelle les valeurs par défaut. C'est-à-dire que si la clé n'est pas là, je peux fournir une valeur par défaut qui va être utilisée dans mon programme et qui va éviter les plantages. Est-ce que je peux encore aller plus loin avec les dictionnaires? Eh bien oui, comme on avait vu que l'on pouvait construire des tableaux à 2 dimensions en mettant des listes dans des listes, eh bien on peut tout à fait faire ça avec les dictionnaires. On peut créer des dictionnaires de dictionnaires, c'est-à-dire un dictionnaire de dictionnaires est un dictionnaire dont les éléments sont eux-mêmes des dictionnaires. Et donc ça nous permet en fait de créer des structures de données assez complexes, proches d'une base de données finalement, pour pouvoir regrouper nos informations et pouvoir y accéder rapidement et de manière aussi lisible dans le programme. Voilà, nous allons voir tout ça, donc n'hésitez pas à regarder dans la description pour récupérer le fichier Jupyter Notebook pour pouvoir travailler ensemble les différents exemples que nous allons voir au travers de cette vidéo. Et puis, eh bien, on va se lancer, on ouvre un Visual Studio Code et on va regarder tout ça de près. Alors pour comprendre en quoi le dictionnaire est une structure intéressante, je vais déjà commencer par vous expliquer en fait les limites de la liste dans certains cas de figure. Alors la liste n'est pas une mauvaise structure, hein, elle est très intéressante quand vous avez à gérer des éléments, plusieurs éléments dans une même variable et que vous voulez les parcourir facilement avec une boucle à l'aide de l'indice. Mais c'est justement cet indice en fait qui pose problème, puisque l'indice qui nous permet d'accéder à un élément bien particulier de la liste ne peut être en fait qu'entier. C'est-à-dire que L de 0 va me donner le premier élément de la liste, L de I va me donner le ième élément de la liste, et L de la length de moins 1, l'indice length de moins 1 va me permettre d'accéder au dernier élément de la liste. Et donc ça veut dire eh bien, que je ne peux accéder à un élément que si je connais son positionnement exact dans la liste. Alors c'est très intéressant quand j'ai un tableau de température dont je veux faire la moyenne par exemple, pour récupérer le maximum ou le minimum, mais dans certains autres éléments, eh bien, ça me pose problème. Si par exemple je voulais récupérer par exemple une liste qui contient, je ne sais pas, des numéros de téléphone ou des adresses email, eh bien j'aurais en fait une liste d'adresses email, imaginons,
Et la première adresse email que j'ai dans la liste, c'est la liste de Bob. Donc L de 0 me donnerait Bob. L de 1 me donnerait par exemple l'adresse de Joe, et ainsi de suite. Ça veut dire que quelque part, je devrais encore avoir une espèce de codification interne pour me dire que, en fait, Bob c'est l'indice 0, John c'est l'indice 1, et ainsi de suite. Pas vraiment pratique. Faisons tout ça avec un exemple et je vais vous montrer l'idée qui se cache là derrière. Je vais prendre un Jupyter Notebook. Alors ce Jupyter, vous pouvez le récupérer dans la description de la vidéo. Il va y avoir un lien directement sur un GitHub. Et dans ce GitHub, vous allez récupérer un répertoire qui parle des dictionnaires. Dans ce répertoire, vous allez retrouver deux fichiers Jupyter Notebook, donc avec l'extension IPYNB, un qui s'appelle dictionnaire et un qui s'appelle dictionnaire vide. Dictionnaire vide, c'est celui que je vais utiliser pendant la vidéo et je vais coder à l'intérieur. Dictionnaire non vide, c'est tout simplement le document qui contient le code tel que mon fichier sera à la fin de la vidéo. Voilà. Donc, premier exemple, ce que j'ai fait ici, c'est que je vais vous montrer la différence entre une liste et un dictionnaire. Donc la liste, on la connaît bien, elle est symbolisée par deux crochets, et je peux mettre plusieurs éléments à l'intérieur. Ici, j'ai mis deux chaînes de caractères, un nom de famille, un prénom, et j'ai mis l'âge de la personne. Maintenant, si jamais je veux, par exemple, accéder au nom de la personne, eh bien, je vais tout simplement afficher, par exemple, le client, et je sais que le nom, en fait, se trouve en position 0. Mais ça, quelque part, il faut que je le détermine, parce que, de base, en fait, je n'arriverai pas à le retrouver. Donc, vous voyez que je récupère 2. Si je veux récupérer l'âge de la personne, il me suffit d'aller chercher l'élément 2, et je vais récupérer 47. Ok, mais c'est, moi, quelque part, je dois mettre une codification interne en place pour dire que, le nom c'est l'indice 0, le prénom c'est l'indice 1, l'âge c'est 47, alors c'est très facile à retenir au moment où j'écris le programme. Si je reviens dessus 6 mois, 1 an ou 2 ans après, je n'aurai peut-être plus les réflexes, je me souviendrai peut-être plus, en fait, à quoi correspondent ces différents indices. En plus, ça rend pas forcément le programme très lisible, puisque je vais afficher client de 0, et puis à côté je vais afficher client de 1, et puis ça ne me parle pas vraiment. Ce que j'aimerais finalement, c'est donner un label à ces informations. Mais malheureusement, en liste, je ne peux utiliser que des entiers en indices, et je ne peux donc pas utiliser des chaînes de caractères. On voit donc en fait un premier avantage des dictionnaires. Le dictionnaire, lui, c'est également une structure qui peut contenir plusieurs valeurs, comme la liste, mais cette fois-ci, en fait, il est possible d'utiliser autre chose qu'un entier pour accéder à une valeur bien particulière. Je peux utiliser une chaîne de caractères, par exemple. Je peux utiliser un tuple également. Bref, je peux utiliser tous les objets non mutables en Python. Alors, ce qui va nous intéresser vraiment dans cet exemple-là, c'est d'utiliser plutôt une chaîne de caractères. Et l'idée, c'est que, je vais pouvoir directement récupérer dans la structure la valeur en fait du nom ou la valeur du prénom. Donc, j'ai pas besoin d'avoir un indice numérique, mais je vais plutôt chercher en fait quelque chose en fonction de son libellé. C'est beaucoup plus simple, c'est un petit modèle clé-valeur que l'on utilise déjà un petit peu dans les variables. Le nom d'une variable me donne accès à la valeur de la variable. Et bien avec un dictionnaire, on est sur quelque chose qui est assez proche. Ok. Donc un dictionnaire permet d'associer une clé et une valeur. J'appelle la clé, je récupère la valeur qui est au bout. C'est ce que je viens de vous dire, c'est comme une variable, ça marche exactement de la même manière. Alors ces modèles clé-valeur, vous pouvez le retrouver à plusieurs endroits. Si vous avez déjà utilisé une local storage, par exemple en programmation web, c'est exactement le même principe. Ou si vous avez utilisé par exemple des bases de données NoSQL sur le modèle clé-valeur. Alors pour ne pas confondre le dictionnaire et la liste, nous allons utiliser en fait, chaque structure va avoir en fait sa propre syntaxe. On avait vu que la liste était définie par deux crochets, crochet ouvrant, crochet fermant. Cette fois-ci, pour définir un dictionnaire, on va être plutôt sur les accolades. Alors les accolades, en fait, elles définissent dans pas mal de langages la notion de bloc, comme en Java, en C, en C#. Ici, en fait, la notion d'accolade en Python, il n'y a pas d'accolade pour les blocs, puisque les blocs sont symbolisés simplement par l'indentation du programme. Ici, on se sert des accolades pour montrer que l'on a affaire à un dictionnaire. Alors comment est-ce que je déclare un dictionnaire ? Eh bien, tout simplement, c'est donc une variable qui va récupérer. Donc, je mets les accolades pour bien montrer que je suis sur un dictionnaire. Et je vais dire, en fait, voilà, ce dictionnaire, il contient quoi? Il contient un nom qui est Do. Donc, nom, c'est la clé, c'est-à-dire c'est le libellé de la valeur.
Et quand je veux appeler au nom, je veux faire référence à Do, en fait, qui est le nom. Il y a un prénom aussi. Le prénom, c'est John. Ok. Et l'âge est de 47. Alors on va retrouver un petit peu dans cette notion de dictionnaire des éléments de données structurées, que vous avez peut-être déjà vu en JSON par exemple, ou en XML. C'est-à-dire qu'on a à la fois la donnée que l'on véhicule et aussi à quoi elle correspond. J'ai donc la valeur de la donnée et sa propre description. Et maintenant, à l'aide de ce dictionnaire, c'est beaucoup plus facile d'accéder aux différents éléments, et c'est beaucoup plus clair quand on va relire, puisque si je cherche le nom du client, je vais chercher dans ma structure client, et je vais essayer de chercher la valeur qui se cache derrière la clé nom. Voilà, exactement comme une variable. Pareil, si je cherche son âge, il va falloir que je donne le libellé de l'âge, et je vais récupérer en fait la valeur qui se rapporte à ce libellé. Voilà. À la lecture, ça va être beaucoup plus clair, puisque client nom, eh bien on va vite comprendre en fait ce que l'on cherche, c'est le nom du client. Client âge, on va chercher directement l'âge du client. Et cette fois-ci, on n'a plus en fait cette notion d'indice qui nous permet de retrouver un élément en fonction de sa position dans l'élément. Il n'y a pas vraiment de position dans un dictionnaire, hein. Il y a plutôt des éléments sont enregistrés et je passe par la clé pour pouvoir les retrouver. Ok, alors on va tout de suite faire un petit exemple avec un dictionnaire. Donc vous voyez que la liste, je l'avais créée ici, maintenant j'ai créé un dictionnaire. Donc, ce qui change, c'est que effectivement j'ai des accolades qui délimitent mon dictionnaire, et les éléments du dictionnaire, c'est tout simplement à chaque fois un couple clé-valeur. Donc ici j'ai le nom qui est Do. Ici j'ai le prénom qui est John, et l'âge qui est 47. Et donc quand je veux accéder à un de ces éléments-là, eh bien, je vais chercher dans ma structure client, et je vais chercher, alors attention, on le définit avec des accolades, mais quand on y accède de nouveau avec le crochet. Je vais chercher par exemple le prénom du client. Le prénom du client, alors je vais l'afficher avec un print. Voilà, le prénom du client, pardon, c'est John. Et donc en fait, je ne suis plus obligé de savoir où se situe en fait le prénom. Est-ce que c'est le deuxième élément? Est-ce que c'est le troisième? Peu importe en fait. Je vais chercher la valeur en fait qui a comme clé prénom. Voilà, donc j'ai moins besoin en fait de ce problème d'ordre dans un dictionnaire. Donc ça c'est plutôt intéressant, et puis à la relecture, ça va être aussi beaucoup plus simple à lire. Vous voyez que je n'ai pas là, voilà, je mets directement que je veux le prénom. Ça ressemble un petit peu de la programmation orientée objet, mais on n'en est pas encore là. Vraiment, ça, c'est une structure qui est mise à disposition par Python. Ok. Donc, déjà, ça me fait des questions de moins à poser. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé de savoir, en fait, où se trouve l'élément auquel je veux accéder. J'y accède juste par sa clé. Donc, ce n'est plus la peine d'essayer de faire une transcodification entre l'élément de recherche et sa position dans la liste. Je vais simplement utiliser sa clé, et donc ça me permettra d'y accéder directement. Voilà. La clé garantit aussi l'unicité de la valeur, c'est-à-dire que si jamais je change le nom dans ma structure, eh bien le nom va récupérer une nouvelle valeur, il n'y aura pas un deuxième nom. Ça veut dire que je ne peux avoir qu'un seul nom, je ne peux avoir qu'une seule clé qui a le même libellé dans un dictionnaire. Si j'essaie d'en créer une deuxième, eh bien malheureusement c'est la première qui va être écrasée, mais je n'aurai jamais de doublon de clé dans un dictionnaire. C'est logique, hein, puisque la clé, c'est vraiment ce qui me permet d'accéder à un élément. Si je commence à en avoir deux, eh bien tout simplement il y a ambiguïté et le programme en fait ne saura plus en fait vers lequel se tourner. Voilà. Autre chose, on s'était habitué que lorsque l'on manipule une liste, on doit toujours vérifier la taille de la liste pour ne jamais en fait aller pointer sur un élément qui n'est pas dans la liste. Si j'ai une liste de 3 éléments et que j'en cherche le 7e élément, eh bien j'ai un plantage au niveau de Python, puisqu'il me dit, voilà, tu es allé chercher trop loin dans la liste n'a que 3 éléments, si tu veux le 7e, c'est pas quelque chose que je peux te fournir. Dans un dictionnaire, c'est un petit peu différent, je ne peux pas, effectivement, je n'ai pas cette notion d'indice, par contre j'ai cette notion de clé, et si j'essaye de chercher quelque chose qui n'est pas dans le dictionnaire, ça veut dire que sa clé n'est pas dans le dictionnaire, eh bien pareil, je vais avoir une erreur. Alors ce que je vais vous proposer, c'est tout simplement d'essayer d'accéder à une clé qui n'est pas connue du dictionnaire, et nous allons voir en fait quelle est l'erreur qui va être remontée. Ensuite, on testera aussi l'unicité dans le dictionnaire.
Alors par exemple, donc on va essayer d'accéder à un élément qui n'est pas dans le dictionnaire. Alors qu'est-ce que j'ai pas comme information sur mon client? Bah, par exemple, je n'ai pas l'adresse. Donc imaginons par exemple que dans mon client, je cherche un champ qui s'appelle adresse. Voilà, je lance. Et là, vous voyez que j'ai une erreur. Python me signale une erreur. Alors, vous voyez, on commence à les lire correctement, les erreurs. Hein. J'ai une key error. C'est-à-dire que j'ai une erreur de clé, en fait. Donc, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que j'ai un client qui a un nom, un prénom et un âge. Moi, j'en cherche l'adresse. Et on me dit, en fait, qu'il y a un problème de clé sur le champ adresse. Sous-entendu, le champ adresse n'appartient pas à mon dictionnaire et je n'arrive donc pas à lui attribuer ou à retrouver la valeur, en fait, qui lui est attribuée. Ok. Donc ça, effectivement, j'ai de nouveau une erreur, comme pour la liste, lorsque je dépassais en fait la taille de la liste. Deuxième chose, qu'est-ce qui se passe si maintenant, mon client, je tente de changer son prénom, c'est-à-dire que maintenant, son prénom n'est plus John, mais son prénom maintenant est Bob. Ok. Et que j'affiche en dessous quel est le prénom du client. Eh bien, le client s'appelle maintenant Bob. Ça veut dire effectivement que si le prénom existe déjà, eh bien, sa valeur est remplacée par la nouvelle valeur que je vais mettre en place. Tout simplement. Donc, je ne peux avoir qu'un seul prénom dans ma structure, comme je peux avoir qu'un seul nom ou qu'un seul âge. Tous les éléments clés, en fait, sont uniques. C'est comme si, en fait, la liste des clés était une liste qui ne permettait pas d'avoir des doublons. Voilà. Et c'est vraiment intéressant puisque ça me permet en fait de cibler correctement un élément unique dans la structure. Donc voilà un petit peu une présentation du dictionnaire et les premières fonctionnalités que l'on peut faire avec, c'est-à-dire que on peut récupérer un élément par sa clé, c'est vraiment pour ça qu'on utilise des dictionnaires et c'est un élément qui est très intéressant pour cette raison. On va se pencher un petit peu plus sur ce problème, enfin ces propriétés de clés et de valeurs. On voit bien que le dictionnaire, en fait, possède deux éléments. Les clés d'un côté, qui permettent d'accéder aux valeurs du dictionnaire, et les valeurs, c'est tout simplement l'information qui est stockée et que nous voulons récupérer. Et le dictionnaire nous propose trois méthodes pour pouvoir récupérer ces éléments. Dans un dictionnaire, je peux récupérer la liste de toutes les clés. Alors la liste de toutes les clés, c'est quoi? Si je reprends mon petit dictionnaire que j'avais ici, toutes les clés, tout simplement, de mon dictionnaire, ça va être le nom, le prénom et l'âge. Ça, je peux le récupérer avec une fonction qui s'appelle keys, donc clé au pluriel. C'est donc une méthode, c'est pour ça qu'il y a des parenthèses ouvrantes et des parenthèses fermantes juste derrière, et qui va me récupérer toutes les clés. Je peux aussi récupérer toutes les valeurs d'un dictionnaire. Alors, cette fois-ci, quand je récupère les valeurs, je vais récupérer toutes les parties de droite, c'est-à-dire tout ce qui est à droite des doubles points. Je vais récupérer Do, je vais récupérer John, et je vais récupérer 47. Troisième méthode, je peux aussi récupérer tous les couples clés-valeurs qui sont contenus dans le dictionnaire. Voilà. Alors, je vais afficher simplement les résultats de ces différents éléments, et on va regarder un petit peu ce qui se passe, et comment on pourrait les utiliser. D'ailleurs, on va les utiliser tout à l'heure avec une boucle, mais on va déjà essayer de comprendre un petit peu comment ça marche. Alors, j'ai de nouveau mon dictionnaire client, et la première chose que je vais faire, c'est que je vais afficher dans le client, je vais afficher la liste des clés, donc des keys, au pluriel, hein, attention. La liste des keys va me donner, voilà, un objet de type dictionnaire keys, et vous voyez que je récupère le nom, le prénom et l'âge. Donc je récupère toutes les parties qui sont à gauche du double point. C'est toutes les clés qui me permettent en fait d'accéder aux valeurs du dictionnaire. Deuxième élément, je vais cette fois-ci afficher, toujours dans mon dictionnaire client, je vais en afficher les values. Toujours au pluriel, hein, puisque c'est plusieurs valeurs. Cette fois-ci, je vais récupérer les parties de gauche de mon dictionnaire, c'est-à-dire Do, John et 47. Donc c'est les valeurs en fait que je veux stocker. Donc liste des clés, liste des valeurs. Et le dernier en fait va simplement combiner les deux, il va me donner des couples clés-valeurs que je vais pouvoir utiliser. Et pour cela, il faut que je passe en fait par la méthode client.items, toujours au pluriel, hein, items, puisqu'il y a plusieurs éléments. Et là, vous voyez que je récupère le couple nom Do. Vous voyez que là, en plus, j'ai des parenthèses, donc c'est un tuple.
enfin là c'est un couple, hein, c'est un tuple de 2 éléments. Là je récupère prénom John, et là je récupère âge 47. Donc vous voyez que je récupère en fait une liste de couples qui me permettent justement, par exemple, je vais pouvoir les parcourir avec une boucle, et je vais pouvoir faire du traitement par lot. Ok, donc ça c'est 3 éléments qu'il faut absolument connaître, puisque ça va me permettre de parcourir en fait mon dictionnaire. Alors pourquoi c'est plus compliqué de parcourir un dictionnaire? Toujours parce que un dictionnaire n'a pas d'indice. Parcourir une liste, c'était pas très compliqué en fait, hein, puisque chaque élément de la liste, je les accédais par un indice numérique. Il suffisait que je parte de l'indice 0, que j'augmente de 1 à chaque tour et que je m'arrête à la limite, à la longueur de la liste, et j'affichais en fait tous les éléments de la liste. Là maintenant, ils sont plus ordonnés les éléments, c'est-à-dire que je ne peux plus y aller par leur rang. Donc il faut que j'y arrive par leurs clés. Et une façon d'avoir toutes les clés, c'est de passer par cette méthode keys. Donc on voit bien aussi que ces 3 éléments nous ramènent quelque chose qui pourrait ressembler à des listes. On pourrait les transformer en listes si vraiment on le voulait, mais ce sont déjà un petit peu des dérivés de listes. Donc pourquoi c'est intéressant que ce soit des dérivés de listes? Eh bien parce que ça va nous servir en fait à être utilisé dans les boucles pour pouvoir les parcourir facilement. Alors avant d'utiliser vraiment le mécanisme de boucle, il y a quelque chose d'autre que j'aimerais voir avec vous, c'est justement l'existence d'une clé. On a vu qu'il y a beaucoup de choses en fait qui peuvent être transformées en booléen en Python pour pouvoir être évaluées dans une structure conditionnelle ou dans une structure de boucle à base de while. Là aussi, on a quelque chose d'intéressant, c'est qu'on va pouvoir utiliser les méthodes que l'on vient de voir. On a vu que ça générait des listes. Et comme ça générait des semblants de listes, eh bien on va pouvoir trouver facilement si quelque chose est dans une de ces listes. Et donc, ce que l'on va essayer de voir ici, c'est est-ce qu'une clé existe? On a vu tout à l'heure que j'essayais d'accéder à l'adresse. Et puis, comme l'adresse n'existait pas, j'ai provoqué une erreur. Enfin, j'ai provoqué un plantage, en fait. L'erreur que j'ai provoquée, eh bien, interrompt le programme Python et il ne va pas plus loin. Donc moi, j'aimerais en fait me prémunir par rapport à ce genre d'erreur et dire, voilà, je voudrais récupérer l'adresse, mais seulement si elle existe. Si elle n'existe pas, évidemment que je ne veux pas la récupérer, je ne veux pas planter le programme. Alors comment je fais ça? On vient de voir en fait qu'il y a une méthode keys qui permet d'avoir la liste des clés. Eh bien, je vais juste vérifier si la valeur que je cherche est bien dans la liste des clés. Si elle n'y est pas, c'est qu'elle n'a pas été renseignée, et donc je risque de provoquer une erreur si jamais j'y accède. Et si elle y est, eh bien je peux y accéder sans aucun problème et récupérer la valeur. Ok, on va essayer de voir un petit exemple de comment est-ce que ça pourrait marcher. Je vais prendre mon Jupiter, hop, et j'ai de nouveau toujours le même client qui a un nom, qui a un prénom et qui a un âge. Ok, alors ce que je vais faire tout simplement, je vais dire, voilà, si la propriété nom se trouve dans client.keys, c'est-à-dire que je récupère la liste de toutes les clés, donc je vais récupérer nom, prénom et âge, et si nom fait partie de cette liste, donc là c'est le cas, je vais écrire tout simplement print le client a déjà un nom. Ok, donc si le nom est déjà renseigné, c'est qu'il est déjà là. Sinon, qu'est-ce que je vais faire? Sinon, je vais lui en donner un, c'est-à-dire que je vais demander à l'utilisateur de lui donner un nom. Et donc, je vais dire, voilà, client, le nom du client qui n'existe pas, je vais le récupérer avec un input. Hop, dans ce cas, donnez-lui un nom. Voilà. Et l'idée, c'est qu'à la fin, eh bien, je vais écrire tout simplement, hop, le client a pour nom, et je vais récupérer client nom. Alors l'idée qui se cache là-dedans, c'est quelque chose que l'on va rencontrer assez souvent en programmation. Soit la donnée a déjà été renseignée, très bien, donc là c'est bon, mon programme peut se poursuivre, et si la donnée n'a pas été renseignée, eh bien je la demande pour simplement compléter les informations que j'ai. Donc là on va regarder comment ça marche. Donc dans un premier cas, le nom il est là, il est Do. Donc je vais lancer ça et il me dit le client a déjà un nom,
et ce client a pour nom Do. Ok, très bien. Maintenant, imaginons que ce client n'a plus de nom. Donc, je vais effacer son nom. Il n'a plus qu'un prénom et un âge. Je vais relancer, et vous voyez que là, on s'est arrêté sur un input là-haut, où on me demande, dans ce cas, donnez-lui un nom. Alors, donnez-lui un nom, je vais l'appeler Smith. Voilà, entrée, hop, et maintenant il me dit, le client a pour nom Smith. Ok, donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché le nom dans les clés des clients, il n'a pas trouvé le nom, donc il est parti dans le else, et il a renseigné le nom du client à partir de l'input. Moi j'ai rentré ce que je voulais comme nom, et il l'a inséré donc du coup dans mon dictionnaire. Et quand je lui ai demandé le nom du client dans le dictionnaire, eh bien il a pris celui que je venais de lui renseigner. Donc là vous voyez que je n'ai pas provoqué d'erreur. Il n'y a pas eu d'erreur, hein, le nom n'était pas présent. Eh bien, c'était pas grave, s'il n'était pas présent, je demandais simplement à l'utilisateur de le saisir. Donc avant d'accéder à un élément, c'est une bonne chose en fait de vérifier si cet élément existe, puisque effectivement, si jamais j'accède à un élément qui n'existe pas, je risque de complètement planter le programme, et donc je risque d'interrompre le traitement sur lequel j'étais. Voilà, donc très important, hein, ces structures conditionnelles qui nous permettent justement de pallier aux problèmes d'accès que l'on pourrait avoir en testant en fait dans quel cas de figure je me trouve. Est-ce que j'ai tout dit sur cette partie? Alors effectivement, je peux regarder si ma clé est bien présente dans les clés ou si elle n'est pas présente du tout. J'ai le note in qui existe aussi. Bon, c'est pas quelque chose... c'est quelque chose qui est plutôt pas lié au dictionnaire, hein, c'est quelque chose que l'on retrouve dans énormément d'éléments. Ce que j'aimerais aussi dire, c'est qu'effectivement, il y a un petit raccourci nouveau en Python. Python adore les raccourcis. Si jamais, par exemple, ici, je vous ai dit que je cherchais le nom dans les keys. Si jamais j'omets la méthode et que je regarde juste si nom est dans client, eh bien, ça, c'est en fait un synonyme. C'est-à-dire que chercher si nom est dans client, ça veut dire derrière chercher si nom est parmi les clés du client. Et donc, mon programme marche exactement de la même manière qu'avant. Donc, si vous voulez, keys est en fait la méthode par défaut quand j'utilise client. Voilà. Je ne suis pas obligé de préciser keys. Maintenant, si vous trouvez que c'est plus parlant à utiliser, n'hésitez pas à l'utiliser. Mais en tout cas, que vous mettiez keys ou que vous ne le mettiez pas, ça va avoir exactement le même effet lors du test. Ok, pour l'existence, je pense qu'on est pas mal. Alors maintenant, on va aussi revenir à quelque chose qui est vraiment intéressant lorsqu'on utilise en fait une structure qui peut contenir plusieurs valeurs. Le but, effectivement, quand on avait utilisé les listes, c'était d'utiliser les listes avec une boucle. Pourquoi c'est intéressant? Eh bien parce que peu importe le nombre d'éléments que vous avez dans votre liste, la boucle en fait va manipuler cette liste et va faire en sorte d'avoir un traitement sur chacun des éléments. Nous aussi, avec les dictionnaires, ce qu'on aimerait faire, c'est d'utiliser en fait un traitement qui va se baser sur toutes les valeurs du dictionnaire, sans que l'on ait, nous, en fait, à écrire des instructions différentes pour pouvoir les gérer. Problème, le dictionnaire, lui, n'a pas des éléments qui sont ordonnés les uns derrière les autres et que l'on peut accéder au travers d'une variable entière auquel on augmente 1 à chaque tour. Nous, maintenant, on a des clés valeurs. Mais heureusement, on vient de se rendre compte qu'il y a une méthode qui nous permet de récupérer toutes les clés ou toutes les valeurs, par exemple, d'un dictionnaire. Et on va se baser là-dessus, en fait, pour construire nos boucles. Et la boucle for va être tout à fait indiquée, encore une fois, puisque la boucle for, comme je vous le rappelle, elle est à utiliser quand vous connaissez à l'avance le nombre de tours que vous allez faire, et lorsque vous utilisez un dictionnaire, et que vous voulez parcourir l'intégralité d'un dictionnaire, eh bien vous savez dès le début en fait quelle est la longueur du dictionnaire, et donc vous savez en fait le nombre de tours que vous allez faire dans votre boucle. Nous allons essayer de mettre en place plusieurs boucles, une boucle qui va lister les clés, une boucle qui va lister les valeurs, et une boucle qui va lister les items, c'est-à-dire en fait tous les couples clés-valeurs. Et on va regarder un petit peu ce qui est dedans, dans ces différentes boucles. Et ensuite on fera un programme un petit peu plus complexe, pour utiliser ces différents éléments. Alors je vous propose tout simplement de commencer déjà en listant les trois boucles que l'on a mis, que l'on
on va utiliser 3 boucles en fait avec les 3 méthodes sur le dictionnaire que l'on a vu un petit peu précédemment. Donc par exemple, imaginons que maintenant je cherche des éléments for element in, alors mon dictionnaire s'appelle client.keys. Alors je mets keys ici pour le différencier, mais vous avez compris que si je ne mettais pas keys, en fait ça marchera exactement de la même manière. Et je vais écrire, voilà, print, pour la clé. Alors là je parcours les clés, donc élément est une clé. Hein. Pour la clé élément, voilà, la valeur est... Alors comment je retrouve une valeur en fonction de sa clé? Ben, c'est facile, il suffit que je mette la clé entre les crochets. Donc c'est-à-dire, je vais récupérer ma structure client, et entre crochets, je vais mettre l'élément. Alors comment ça va fonctionner? Eh bien, premier tour de boucle, là, je vais d'abord récupérer toutes les clés. Donc premier tour de boucle, élément vaut nom. Donc client de nom va me donner Do. Deuxième tour de boucle, élément va valoir prénom. Client de prénom va me donner John. Troisième tour de boucle, élément va me donner âge, et client de âge va me donner 47. Donc là, je vais récupérer tous les éléments. La clé nom, pour la clé nom, la valeur est Do. Pour la clé prénom, la valeur est John. Pour la clé âge, la valeur est 47. Et vous voyez que je peux, comme ça, parcourir l'intégralité de mon dictionnaire. Ok, donc ça, c'était la première boucle avec la clé. Alors, je vais faire une petite séparation. Je vais faire une petite ligne d'étoiles. Hein. Je vais juste créer... je vais juste mettre 50 étoiles. Voilà, pour bien qu'on arrive à distinguer les deux. Deuxième élément, cette fois-ci, je vais parcourir en fait ma boucle et je vais parcourir uniquement les valeurs. Alors si on a vu qu'à partir d'une clé, je pouvais de nouveau récupérer la valeur, mais malheureusement, l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que si j'ai la valeur si je prends la liste des valeurs dans un dictionnaire, la valeur en fait ne peut pas me redonner la clé. La clé peut me donner la valeur ne peut pas me redonner la clé. Donc ici, je peux tout simplement dire, voilà, la valeur est élément. Cette fois-ci, élément va tout simplement parcourir les valeurs, en fait. Donc les éléments de droite. Do, John, 47. Voilà. Mais si j'utilise ce genre de boucle, eh bien la clé est perdue. Donc ça marche très très bien quand j'ai besoin que de la valeur, mais si par contre j'ai besoin d'avoir la clé, je ne peux pas utiliser cette boucle puisque là-dedans, en fait, la notion de clé est perdue. Je vais relancer, et là vous voyez qu'on me dit la valeur est Do, la valeur est John, la valeur est 47. Donc j'ai récupéré que les valeurs. Mais comme de la valeur je ne peux pas déduire la clé, je ne peux plus récupérer la clé. Dans certains éléments c'est grave, dans certains éléments ça l'est pas. Il faut vraiment regarder ce que vous êtes en train de faire. Alors je vais de nouveau faire une séparation d'étoiles, je vais utiliser la troisième. La troisième en fait elle est très intéressante, et c'est peut-être celle qu'on utilisera le plus. Je vais récupérer en fait des éléments dans client.items. Alors items, qu'est-ce que ça va faire? Items, ça va me redonner en fait, premier élément, ça va me donner le couple nom et Do. Deuxième tour de boucle, ça va me donner prénom John. Troisième tour de boucle, ça va me donner âge 45. Affichons par exemple ces éléments-là et on va regarder comment ça se passe. Voilà, j'ai une liste de couples, nom John, prénom John, nom Do, prénom John, âge 47. Mais ce qui peut encore être plus intéressant, c'est que comme je sais que j'ai une liste de couples, eh bien ce couple, je peux le décomposer directement en deux valeurs. Ce couple, en fait, il est composé de la clé en première position et de la valeur en deuxième. Ça veut dire qu'au lieu de garder un seul élément ici, ce que je vais faire, c'est que je vais dire le premier élément de ce couple, c'est la clé, et le deuxième, c'est la valeur. Donc ce qui est avant la première virgule, c'est la clé, ce qui est après la première virgule, c'est la valeur. Et maintenant, je vais pouvoir écrire, comme je l'ai écrit en haut, pour la clé, cette fois-ci, la clé, elle est dans la variable clé, et la valeur va se trouver dans la valeur. Je relance, et vous voyez que j'ai exactement le même affichage que pour la première boucle. Sauf que cette fois-ci, effectivement, clé-valeur, en fait, quand je vais parcourir mon dictionnaire, à chaque fois, je vais mettre la clé de la valeur courante dans la clé, la valeur de la valeur courante dans la valeur, et je vais continuer, en fait, comme ça, à boucler. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être très intéressant aussi, puisqu'on comprend rapidement ce que l'on fait. On a la clé d'un côté, on a la valeur de l'autre, et donc, du coup, on sait
à quoi correspond quel champ lorsqu'on fait des affichages comme ici. Donc les trois boucles fonctionnent. La première et la troisième sont assez équivalentes. La deuxième ne peut être utilisée que lorsque vous n'avez pas besoin de la clé et que vous n'avez besoin de consulter que les valeurs. Voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer au niveau du parcours de ces éléments-là. Alors puisqu'on est dans les boucles, ce que je vais vous proposer aussi, c'est de travailler sur un petit sujet, un petit exercice en fait, qui va nous permettre de mettre en place une boucle de parcours dans un dictionnaire. Et on va regarder un petit peu quelles les spécificités que l'on peut avoir. Alors on va créer un dictionnaire qui associe à plusieurs prénoms de personnes leur âge. Voilà, je vais prendre plusieurs personnes et je vais leur demander leur âge et je vais créer un dictionnaire qui associe le prénom de ces personnes à leur âge. Ensuite, je vais afficher à l'aide d'une boucle les prénoms des personnes de plus de 30 ans. Donc je vais filtrer de cette liste que les gens qui ont plus de 30 ans. Je vais calculer la moyenne des âges du dictionnaire également. Comme ça, ça me donnera une moyenne. Alors on va regarder un petit peu comment on fait. On va vraiment y aller par étapes. Donc j'ai déjà ma variable âge, et ma variable âge, elle contient déjà Chloé qui a 49 ans, Sandra qui en a 17, Joe qui en a 8, John qui en a 48, et Alice qui en a 35. Donc première mission, je vais afficher les personnes qui ont plus de 30 ans. Donc je vais écrire ça, les personnes qui ont plus de 30 ans. Ok. Alors comment je vais faire ça? Il me faut une boucle qui va parcourir tout simplement âge. Alors je vais réutiliser la boucle qu'on en avait vue ici, la boucle clé-valeur, qui est plutôt intéressante. Et je vais dire, voilà, pour le couple clé-valeur qui se trouve dans âge, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Âge.item. Voilà, je vais donc récupérer des couples prénom, âge. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, en fait, si la valeur, en fait, c'est la partie qui est à droite des doubles points. Donc, si cette valeur est supérieure à 30, ça veut dire que l'âge de la personne est supérieur à 30. Et donc, je vais lui dire, voilà, je vais afficher le prénom de la personne qui a plus de 30 ans. Alors, comment je fais? Si la valeur est supérieure à 30, par exemple ici 49, je vais afficher le prénom, c'est la valeur en fait qui se trouve à gauche du double point. Donc si la valeur est supérieure à 49, j'en affiche la clé. Voilà. Tout simplement, je relance, et donc je vois que Chloé, John et Alice ont plus de 30 ans, Chloé a 49, John a 48, et Alice a 35. Ok, donc ça c'est les personnes qui ont plus de 30 ans. Deuxième volet de la question, est-ce que je peux calculer la moyenne des âges? Alors calculer la moyenne, c'est tout simplement faire la somme de tous les âges et le diviser en fait par le nombre d'éléments dans le dictionnaire. Donc au début, ma moyenne que j'essaie de calculer, en fait elle est à 0. Pour l'instant, je n'ai encore rien calculé. Et puis dans ma boucle, à chaque fois que je trouve une nouvelle valeur, je vais prendre ma moyenne et je vais y ajouter l'âge, c'est-à-dire en fait la valeur dans la boucle. Je vous rappelle, la valeur c'est l'âge et la clé c'est le prénom. Donc je vais récupérer la valeur, je vais l'ajouter à moyenne et à la fin, eh bien, je vais dire en fait que ma moyenne, je vais la diviser par le nombre d'éléments qu'il y a dans âge. Comment je sais le nombre d'éléments qu'il y a dans âge? Comme pour les listes, j'ai la fonction length, len, et je vais prendre len de âge. Len de âge, combien j'ai de personnes dans âge? 1, 2, 3, 4, 5. Ça va prendre la moyenne et ça va la diviser par 5. Voilà, et je n'ai plus qu'à afficher moyenne, moyenne des âges, 2 points, et je vais mettre moyenne. Voilà. On va essayer, la moyenne est de 31 ans, 4. Ça peut coller, hein. Ouais, ça colle. Ok, ça marche. Bon, on a tout bon là. On s'est servi d'un dictionnaire, on l'a parcouru avec une boucle, ça marche. Je vais revenir encore une fois sur ce petit problème qui s'était posé à nous
le fait de savoir en fait si une valeur en fait se trouve dans le dictionnaire ou pas. C'est principalement le problème qui va se poser à nous quand on va utiliser un dictionnaire. Est-ce que la valeur à laquelle j'essaie d'accéder se trouve dans le dictionnaire ou non? On avait vu que c'était une bonne idée finalement de vérifier si cette valeur se trouvait avant d'y accéder. Ok, mais c'est quelque chose que l'on va faire assez souvent. Et donc, pour cela, Python va nous proposer en fait plusieurs méthodes qui vont nous permettre de récupérer des valeurs par défaut. Alors je m'explique. Pour vérifier si un élément se trouve dans les clés de notre structure, on peut utiliser ça. Je vérifie par exemple si l'âge se trouve dans les clés de mon dictionnaire client. If age in client.keys, si l'âge se trouve dans la liste des clés, alors je récupère l'âge client dans le dictionnaire. Sinon, je lui mets un âge client à 0, valeur par défaut. Ça, c'est quelque chose qui me permet, avec une structure conditionnelle, de fixer une valeur par défaut si jamais la valeur n'est pas présente dans le dictionnaire. Et ça évite au programme de planter, puisque je vous rappelle que si j'avais accédé à client âge alors que âge n'existe pas, j'aurais eu un plantage. Mais effectivement, là, on est sur quelque chose sur 4 lignes, et Python nous offre en fait une fonction qui nous permet d'écrire ça beaucoup plus simplement, qui est la fonction get. Et la fonction get, elle nous permet en fait de spécifier directement une valeur par défaut. C'est-à-dire que soit l'âge existe et donc il me renvoie l'âge de la structure, okay, soit l'âge n'existe pas et il me donne en fait la valeur par défaut qui est associée, c'est le deuxième paramètre de la fonction. Alors on va essayer de voir comment ça marche. Imaginons par exemple, dans mon client, ici, j'ai absolument aucun problème. J'ai le nom, le prénom et l'âge. Par contre, j'ai absolument pas l'adresse. Si j'essaye du coup de chercher l'adresse du client, d'afficher l'adresse du client, eh bien je vais avoir un petit souci. Il va me dire, non, c'est pas possible, tu ne peux pas avoir l'adresse du client puisque l'adresse, tu ne l'as pas mis dans le dictionnaire. Bon. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors, ce que je vais dire, tout simplement, je vais dire, bon, ben, je ne vais pas récupérer l'adresse telle quelle du client. Je vais dire, client, est-ce que tu peux faire un get de adresse? Et si jamais le champ adresse n'existe pas, je vais renvoyer une chaîne de caractères qui contient adresse inconnue. Voilà. Donc là, il me met adresse inconnue. Si adresse n'existe pas, il me renvoie adresse inconnue. Et vous voyez que je n'ai pas d'erreur, je n'ai pas de plantage. C'est tout simplement, il a pris la valeur par défaut parce que l'adresse n'était pas là. Si maintenant je récupère le nom, par exemple, bah si je récupère le nom étant dans le dictionnaire, il va me récupérer le nom. Okay, c'est vraiment juste si vous avez vraiment quelque chose qui n'existe pas, qui va en fait le remplacer par le deuxième paramètre. Et donc ça permet en fait de mettre en place une valeur par défaut, et ça permet de ne pas avoir de plantage au niveau du programme. Plutôt intéressant. Autre chose au niveau des valeurs par défaut, il y a une autre fonction que Python nous propose, et qui va nous permettre encore une fois de, cette fois-ci, initialiser une valeur par défaut. Ok. Ça aussi, c'est quelque chose que l'on va rencontrer très souvent en fait dans les langages de programmation. On aimerait se baser sur une clé, mais si jamais elle n'existe pas, on aimerait la créer avec en fait une valeur par défaut. Par exemple, ça arrive très souvent quand on essaie de compter quelque chose. On verra un exemple tout à l'heure. Donc, l'idée c'est que si la clé existe, par exemple, bah, j'aimerais lui faire plus 1, mais si la clé n'existe pas, eh bien j'aimerais en fait qu'elle ait une valeur par défaut, comme par exemple qu'elle ait la valeur 1. Genre, voilà, je l'ai trouvé pour la première fois. Donc là aussi, on pourrait le faire avec client.keys, sans problème. Si l'âge n'est pas dans client, eh bien je crée l'âge avec une valeur à 0. Si l'âge existe déjà, eh bien je n'y touche pas. Mais là aussi, Python nous offre en fait une fonction qui nous permet de nous simplifier un peu la vie et qui permet d'être un petit peu plus compact. Cette fonction, c'est la fonction setDefault. SetDefault, vous lui donnez un paramètre, c'est-à-dire vous lui donnez une clé de votre dictionnaire et vous lui donnez une valeur par défaut. Si la clé existe, il n'y a absolument aucun effet à setDefault. Si la clé n'existe pas, elle est créée et prend comme valeur par défaut le deuxième paramètre. Ah, super. On va regarder un petit peu comment ça marche. Ça peut être une fonction qui peut être très intéressante
à connaître. Donc imaginons par exemple là, j'ai nom John, prénom John, âge, machin. Et donc moi ce que je voudrais récupérer c'est de dire toujours je voudrais afficher l'adresse du client. Donc je voudrais afficher client, je voudrais récupérer son adresse. Et là, effectivement, si je fais ça, j'ai un pointage qui me dit en fait que l'adresse n'existe pas. Ok. Maintenant, imaginons que je dise, voilà, client.setDefault, et je vais dire tout simplement, voilà, tu vas regarder si l'adresse est là, et si l'adresse n'est pas là, tu vas simplement la remplacer par adresse inconnue. Voilà. Et maintenant, je peux afficher adresse inconnue, et en plus, l'adresse a été créée dans la structure client. Avec le get, on ne créait pas, hein. On récupérait juste une valeur par défaut, mais on ne créait pas le nouvel élément dans le dictionnaire. Maintenant, c'est créé dans le dictionnaire. Ok, ça veut dire que si je cherche quelque chose qui existe, par exemple je cherche l'âge, ok, bah vous voyez que le setDefault, si l'âge existe déjà, bah en fait il ne remplace pas. Il laisse l'élément tel qu'il est en place, et là vous voyez que je récupère 47, qui est bien la valeur de l'âge que j'avais au début. Donc setDefault, c'est si ça existe, j'y touche pas. Si jamais ça n'existe pas, eh bien je lui donne la valeur par défaut, et on peut continuer sans plantage. Voilà. Alors je vous propose un dernier petit exercice pour jouer avec les valeurs par défaut. Alors qu'est-ce que j'aimerais faire ici? J'aimerais écrire un programme qui compte combien de fois une lettre apparaît dans une chaîne de caractères. Ça, c'est typiquement un petit problème que l'on peut récupérer par exemple en cryptographie. Quand vous essayez de décoder un mot codé, on peut compter en fait la fréquence d'apparition des lettres. Et puis comme on sait par exemple qu'en français, par exemple, la lettre la plus utilisée est le E, on peut essayer de voir en fait si le message codé, en fait, la lettre qui apparaît le plus souvent, elle ne pourrait pas être transcodifiée en E. Et donc comme ça, on pourrait peut-être décoder en fait un message. Donc première étape, on va essayer de compter le nombre de caractères, la fréquence d'apparition des lettres dans une chaîne de caractères. Donc j'ai écrit une chaîne de caractères, voici une chaîne de caractères à analyser. Ok, et on va compter combien de fois apparaissent chacune des lettres dans cette chaîne de caractères. Pour ça, je vais créer un dictionnaire qui au départ est vide. Voilà, donc dictionnaire vide, je vous rappelle, bah, c'est accolade ouvrante, accolade fermante. Hein. Si je mets crochet ouvrant, crochet fermant, je récupère une liste. Là, on voit bien que si je prends le type de D, eh bien, je me retourne avec un dictionnaire. Ok. Donc, on crée un dictionnaire vide. Et puis, dans ce dictionnaire vide, on va compter maintenant les lettres. Donc, pour chaque élément de S, ok, je vais dire, bah voilà, dans le dictionnaire, bah tu me rajoutes là où se trouve l'élément, tu me rajoutes 1. C'est-à-dire que tu me comptes un élément de plus. Par exemple, si je trouve un O, bah tu prends les O et tu rajoutes 1. Mais si je fais ça et que je l'exécute, bah, je vais avoir un problème. Et l'erreur me dit effectivement que j'ai une key error. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que je lui demande, la première fois, il va rencontrer un V majuscule. Et je vais lui dire, bah, tu vas prendre le nombre de V majuscules que tu as compté déjà jusqu'à maintenant, et tu vas lui ajouter 1. Bah, sauf que jusqu'à maintenant, j'en ai pas compté des V majuscules, puisque mon dictionnaire est vide. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire, voilà, je vais utiliser la fonction setDefault, et je vais lui dire, écoute-moi bien. Tu vas regarder en fait si parmi les clés, tu as l'élément auquel j'essaie d'ajouter 1. Si tu le trouves, c'est bon, tu ne touches à rien. Si tu ne le trouves pas, par contre, tu le crées et tu l'initialises à 0. 0, ça veut dire que je ne l'ai pas encore rencontré, donc pour l'instant, il vaut 0. Et maintenant, une fois qu'il vaut 0, eh bien, je peux lui rajouter 1. Ok, ça marche. Maintenant, on va regarder si le dictionnaire a bien été rempli, et pour ça, je vais créer de nouveau une boucle de parcours qui va prendre les clés valeurs de mon dictionnaire.items. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais afficher la lettre. Alors, qu'est-ce que j'ai dans les clés et dans les valeurs? Alors, dans les clés, je vais avoir la lettre que je compte. Ok?
C'est-à-dire, je vais avoir le A minuscule, le B minuscule, le C minuscule. Et dans les valeurs, bah, je vais avoir A 3, si j'ai trouvé 3A, B 7, si j'ai trouvé 7B, et ainsi de suite. Donc je vais mettre la lettre qui est contenue dans la clé. Bah, je vais mettre est apparu valeur fois. Voilà. Donc, effectivement, je vais récupérer quelque chose qui va ressembler à ça. Hein. Je vais récupérer, par exemple, le A, je l'ai vu 3 fois. Le C, je l'ai vu 7 fois, et ainsi de suite. Donc, je vais dire à chaque fois, je vais prendre la clé, et combien de fois il est apparu, c'est-à-dire la lettre clé est apparue valeur fois. Ok, on se lance, on regarde si ça marche. La lettre V majuscule est apparue une fois, le O est une fois, le I est 3 fois, le C est 4 fois, et ainsi de suite. Et j'ai le décodage complet de ma chaîne de caractères à analyser. Alors combien de fois est apparu le E? Le E est apparu 5 fois. Alors il y a plus que 5, oui il y a 6 pour l'espace. Ok, pourquoi pas. Et on voit aussi que le E accent grave, en fait, il est à part. Donc il n'est pas comptabilisé avec les E, puisqu'effectivement, pour la machine, en fait, il y a effectivement une différence entre le E et le E accentué, et donc effectivement il ne les compte pas au même endroit. Ok. Bon, bah on a compté les caractères, on a utilisé les boucles et on a utilisé les valeurs par défaut. Dernier élément que j'aimerais voir avec vous, c'est les dictionnaires de dictionnaires. Alors on avait déjà parlé des éléments liste de liste, et une liste de liste ou une liste en 2 dimensions, c'était tout simplement une liste où chacun des éléments était lui-même une liste. Eh bien, les dictionnaires, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que les dictionnaires sont des éléments où chaque élément est lui-même un dictionnaire. Alors comment est-ce que je peux comprendre ça? Imaginons par exemple que ici j'ai créé un dictionnaire des accès. Alors des accès pour se connecter à une application, à un OS, peu importe. Hein. Et j'ai donné en fait les informations de John, Alice et Kim, 3 utilisateurs en fait de mon système. Et pour chacun de ces 3 utilisateurs, chaque utilisateur a un login et un mot de passe. Donc vous voyez comment ces éléments ont été mis en place. Je vais prendre d'ailleurs c'est peut-être plus simple un peu d'utiliser la coloration syntaxique qui est ici. J'ai donc créé mes accès. Donc le premier élément c'est John, qui a un login qui est Joe et un mot de passe qui est 1, 2, 3, 4. Les premiers accès ensuite c'est Alice, qui a un login qui est Al et un mot de passe qui est password. Et enfin Kim, qui a comme login SuperK et un mot de passe 54321. Ok, alors comment est-ce que je comprends ça? Vous voyez qu'il y a un dictionnaire là qui est entouré par les accolades jaunes, et à l'intérieur vous avez des petits dictionnaires ici qui sont délimités par les accolades violettes. Alors comment est-ce que je récupère ces différents éléments? Alors pour retrouver le login de John, j'utilise 2 fois les crochets. Je passe déjà dans l'élément qui a la clé John, et donc en fait ensuite je récupère le login de ces éléments-là. On va essayer de voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc si par exemple je vais afficher les accès de John. Si je récupère les accès de John, je récupère en fait les valeurs qui est associée à la clé John. Donc là vous voyez que j'ai la clé, à gauche des doubles points, et la valeur qui est associée à John, c'est un dictionnaire. C'est donc cette valeur-là. Ok. C'est donc un dictionnaire qui a lui-même ses clés. Il a 2 clés, le login et le mot de passe. Donc si je veux récupérer le login de John, il faut que je récupère les informations de John, et parmi ces informations-là, deuxième crochet, il faut que je récupère son login. Et là, je vais récupérer Joe, son login. Voilà. Si je veux récupérer par exemple le mot de passe d'Alice, il faut que je me positionne sur la clé Alice et que je récupère son mot de passe. Password. Voilà. Donc maintenant, à partir de ces 2 éléments-là, je vais essayer à partir des éléments qu'on vient de voir, je vais essayer d'authentifier ces différents utilisateurs. Je vais donc écrire quelques lignes de code qui demandent un login et un mot de passe et qui disent « Bonjour à la personne connectée ». Tout
tout simplement. Voilà, en gros, je vais tout simplement essayer de voir si je peux écrire des lignes qui disent, voilà, je vais demander un login et un mot de passe, et si jamais on me dit, par exemple, SuperK et 54321, je vais dire, bah bonjour Kim, parce que j'aurais reconnu Kim. Ok, alors, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les informations sont à différents endroits, c'est-à-dire que le login et le mot de passe sont dans le sous-dictionnaire. Mais la personne que je dois saluer, son prénom, il est dans le premier niveau de dictionnaire. On va essayer de voir comment je peux récupérer tous ces éléments-là. Donc, je vais récupérer mon Jupyter Notebook, et la première chose que je vais faire, c'est je vais déjà récupérer le login et le mot de passe qu'on me donne à saisir. Donc, je vais récupérer input, donner votre mot de passe, deux points, et pour le... pardon, ça c'est le login. Donnez votre login, et dans le deuxième, je vais mettre donner votre mot de passe. Ok, donc j'ai récupéré deux variables dans lesquelles il y a le login et le mot de passe. Le login, je vais essayer de le vérifier par rapport à tous les logins que j'ai ici, et je vais les vérifier. Et le mot de passe, je vais le vérifier par rapport à tous les mots de passe que j'ai dans ma liste. Donc pas seulement pour le premier, pas seulement pour John, mais pour tous les éléments que je vais retrouver dans item. Ok, alors je vais parcourir déjà mon dictionnaire. Alors je vais récupérer de nouveau clé valeur, in. Alors cette fois-ci j'ai tout dans accès.items. Ok, et je vais écrire le couple clé valeur pour voir ce que j'ai à l'intérieur. Alors ce que je vais récupérer évidemment c'est la clé c'est John et la valeur c'est son dictionnaire. La clé c'est Alice, la valeur c'est son dictionnaire et ainsi de suite. Donc je vais... Ah oui, il faut que j'entre un mot de passe. Hop. Allez, on s'en fiche. Donc voilà, je récupère John et sa valeur. Je récupère Alice et sa valeur. Je récupère Kim et sa valeur. Ok. Donc dans la valeur, ici, dans la valeur, eh bien, la valeur, c'est ça. Donc ça veut dire que dans la valeur, j'ai un aspect login et j'ai un aspect mot de passe. Et c'est ça qu'il faut que je vérifie. Il faut que je vérifie si ça colle avec ce que l'utilisateur m'a donné. Donc, si le login que m'a donné l'utilisateur eh bien, est égal au login qui se trouve dans la valeur, et il faut les deux, hein, il faut que le login colle, mais il faut aussi que le mot de passe colle, et le mot de passe qui m'a été donné par l'utilisateur correspond au mot de passe qui se trouve dans la valeur. Là, ça veut dire en fait que le couple login-mot de passe, il colle. Ok? Donc ça veut dire, maintenant, je vais dire bonjour à la personne qui s'est loguée. Je vais dire bonjour. Alors bonjour à qui? Bonjour à qui? Ben, je veux donner, en fait, je veux dire bonjour John, bonjour Alice, bonjour Kim. Et donc ça veut dire qu'il faut que je dise bonjour à la clé du premier dictionnaire. Donc là, je parcours le dictionnaire de manière clé-valeur. Ça veut dire qu'il faut que je dise bonjour à la clé. On essaye. Je rentre n'importe quoi. Hop, le programme s'arrête, il a reconnu personne, et donc effectivement, il a salué personne. Maintenant, je vais rentrer je vais me connecter en tant que Kim. Alors, il faut que je respecte les majuscules. Hein. Alors, Kim, son login, c'est SuperK, avec un S majuscule et un K majuscule, et son mot de passe, c'est 5, 4, 3, 2, 1. Je lance, et vous voyez que le programme me dit « Bonjour Kim ». Il a passé à travers tous les utilisateurs, il a regardé si un couple login-mot de passe marchait, et donc si à partir du moment où il a trouvé que le login saisi et le mot de passe saisi fonctionnaient, eh bien j'ai dit bonjour à la clé correspondant en fait à prénom de l'utilisateur. Voilà, donc vous voyez que avec les dictionnaires, je peux carrément construire des petites bases de données. Alors, c'est des bases de données qui sont pas... elles ne vont pas rester dans le temps, hein, c'est-à-dire que c'est une variable, donc à partir du moment où le programme s'arrête, tout ce qu'il y a dans un dictionnaire est automatiquement perdu, à moins que vous l'écriviez dans un fichier et que la fois d'après, quand vous reprenez votre programme, vous récupériez ce fichier, vous le chargez de nouveau dans un dictionnaire. Ça, c'est possible.
Mais là, en termes de base de données, c'est vraiment intéressant à organiser, ça ressemble un petit peu à du JSON, mais effectivement, le problème, c'est que le programme s'arrête, tout ce qui est en mémoire locale est automatiquement supprimé. Mais c'est quelque chose de très intéressant parce que au niveau relecture, vous voyez que je récupère ce qui est dans log, je récupère le login de la valeur, je récupère le mot de passe de la valeur. C'est quand même beaucoup plus intéressant d'avoir des libellés que l'on choisit correctement pour savoir ce qu'il y a comme information dedans, plutôt que d'avoir simplement des caractères numériques qui nous empêchent en fait de comprendre le sens de la valeur que nous sommes en train de traiter. Ok. Bon, je crois qu'on a fait un petit peu le tour sur ce que l'on voulait voir avec le dictionnaire. Plutôt sympa, et donc il y a beaucoup d'exemples sur le Jupyter Notebook que je vous mets à disposition. N'hésitez pas à le récupérer dans la description pour avoir tous les éléments que nous venons de voir au travers de cette vidéo. Le dictionnaire est donc une structure très importante en Python puisqu'il va nous permettre de stocker plusieurs éléments. Non seulement il va nous permettre de stocker les valeurs, mais il va nous permettre aussi de stocker le détail de cette information, à quoi correspond cette valeur. Et donc on arrive plutôt côté liste à du stockage en fait de valeurs, là où le dictionnaire nous permet de stocker des données structurées. Il nous permet de stocker la valeur et aussi à quoi elle correspond, ce qui peut être très intéressant. Nous avons vu aussi que si jamais nous avons des données très hétérogènes dans les dictionnaires, eh bien cela reste lisible au moment de la programmation de Python. Nous comprenons simplement que dans le dictionnaire nous allons chercher le nom, nous allons chercher le prénom, ou nous allons chercher l'adresse, ce qui est beaucoup plus lisible que d'utiliser tout simplement des éléments numériques pour savoir à quel endroit sont les différents éléments. Donc ça, c'est une structure de base que nous allons utiliser énormément, surtout par exemple sur les algorithmes qui apprennent d'eux-mêmes, par exemple, qui stockent des valeurs intermédiaires. Le dictionnaire peut être une très bonne alternative justement pour stocker des informations et pouvoir de nouveau s'y référer à l'avenir. Donc c'est le dernier cours en fait que je voulais faire au niveau de la base du Python. Maintenant que tous ces éléments de base sont en place, on va pouvoir aller un petit peu plus loin en Python, donc on peut aller dans plusieurs directions. Et la prochaine étape va être tout simplement de voir le Python orienté objet, comment je mets en place la POO, la programmation orientée objet, avec du Python. Donc je vous donne rendez-vous à très vite pour essayer de voir comment est-ce qu'on fait ça et créer nos premières classes et du coup nos premiers objets en Python. À bientôt!